Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Archimie, avec aujourd'hui les liants et leurs caractéristiques poussées. Rappelez-vous, la peinture, c'est juste des liants et des pigments. Donc c'est assez important, intéressant, passionnant, hein, vous allez voir, de passer en revue toutes ces caractéristiques des liants et de les connaître. Bien sûr, ce podcast a été réalisé en partenariat avec le site extraordinaire dotapea.eu. C'est parti. Le terme de liant n'est pas réservé aux arts plastiques. On le retrouve en art culinaire, domaine frère. Mieux, dans ces deux disciplines, on utilise souvent les mêmes substances, des huiles, des œufs, des gélatines, des dérivés lactiques, des farines et même certains pigments. Et l'on exploite la même fonction agglutinante dans le même sens dans ces deux domaines. Seuls les produits trop saturés, ceux qui ne sèchent pas et qui ne se lient à rien, ne sont généralement employés qu'en cuisine et surtout en mécanique. Car la diététique contemporaine nous apprend que les huiles les plus saturées sont aussi celles qui font enfler le chiffre du plus mauvais cholestérol. Ce que les cuisiniers n'ignorent plus. Bref. En peinture, il n'est pas faux, même si c'est un peu simplificateur, de considérer le liant comme une colle à pigment et à support, donnant à la couleur une viscosité qu'elle n'a pas naturellement, tout en la protégeant. Les chimistes spécialisés contemporains semblent cependant surtout attachés au fait que le liant mouille le pigment. Il faut parfois l'aider, pour cela avec des agents mouillants. Il est effectivement très important de mentionner qu'il autorise, ce faisant, la constitution d'une substance plastique, malléable, pouvant être posée sur une surface, moulée, projetée ou placée dans un récipient et manipulée par la suite avec toutes sortes d'outils. Par ailleurs, le liant ne permet une adhérence que par l'intervention d'un facteur extérieur, la présence d'oxygène ou la cuisson. Il joue donc le rôle d'intermédiaire non seulement avec le support, mais aussi avec l'environnement, pris dans le sens le plus large, intégrant l'action humaine comme celle du soleil, de l'air, des cicatifs ou des bactéries, ce qui nous incite à le considérer comme médiateur. Les premières peintures rupestres connues, de type Lascaux, etc., étaient souvent réalisées sans liant. La plupart n'auraient pas résisté à une exposition même brève à l'air libre. En Australie, on commença très tôt à utiliser le suc d'orchidées sauvages, le jaune d'œuf, la cire et divers produits d'origine végétale comme liant. On mentionne aussi l'emploi de graisse animale au Paléolithique en Europe. Mais parmi les tout premiers liants de grande efficacité, outre l'œuf et la cire qui ont fait leurs preuves, nous citerons la gomme arabique et probablement aussi la gomme de merisier, que nous connaissons plus mal. Les huiles à peindre n'apparaîtront que très tardivement, bien après le jaune d'œuf, sigle de la première version de Notapea d'ailleurs, et une bonne quantité de produits ayant démontré leur bonne adaptation à des contextes précis d'emploi pictural. Alors, allons-y maintenant. Des pigments agglutinés par les liants qui déterminent finalement des procédés de peinture. Toute peinture est constituée au moins de pigments et d'un, voire de plusieurs liants qui mouillent et collent les pigments entre eux, tout en les faisant adhérer au support. Un tube, un pot de peinture ou d'encre, une cartouche de stylo, une recharge de feutre, de la peinture, poudre industrielle, c'est presque toujours du pigment mélangé à du liant. Il est généralement facile de se procurer ces deux éléments séparément et de faire soi-même le mélange. Chaque procédé de peinture réfère à un liant spécifique. On parle de procédé à l'huile, de tempéra à l'œuf, à la caséine ou à la colle, de peinture synthétique, acrylique, vinylique, etc., etc., etc. En principe, c'est le liant qui va définir la manière dont vous pourrez peindre, les supports possibles et surtout les types de résultats que vous serez susceptible d'obtenir. Les seules exceptions sont les liants qui sont eux-mêmes colorants comme la gouache, comme le graphite ou la craie naturelle, généralement utilisés en dessin car par définition, ils rendent impossible le polychromatisme, sinon en jouant sur un fond coloré ou sur des techniques mixtes. Le mordant est à la teinture ce que le liant est à la peinture. En gravure, savez-vous, le mordant n'est autre que l'acide venant corroder localement la plaque de métal. On parle d'eau forte. Il s'agit par ailleurs d'une substance provoquant ou accentuant l'adhérence d'une peinture ou surtout d'une teinture sur un support. En teinturerie, le mordant joue sensiblement le rôle équivalent à un liant en peinture. Il fait adhérer la substance à la fibre. Cependant, c'est généralement sur celle-ci qu'il est appliqué, ce qui le distingue des liants à peindre qui sont le plus souvent mêlés à la substance colorante avant toute application et posés sur une surface apprêtée. Il s'agit en quelque sorte d'attaquer la fibre directement. Ça va, vous suivez? Pas trop perdu? Allez, on s'accroche.
On attaque avec les caractéristiques propres au liant. Écoutez, c'est vraiment très 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 intéressant. Nous allons passer en revue plusieurs caractéristiques. La première, c'est la base et le diluant. Aqueuse, oléagineuse, encaustique, cétonique, etc., etc., nommées ainsi en fonction tantôt de la nature du liant, par exemple peinture à l'huile, tantôt en fonction de celle de son produit diluant. Certaines peintures ont une double base chimique, les émulsions, à la fois aqueuse et grasse, autorisant éventuellement l'emploi de deux diluants de nature différente. Autre caractéristique, la viscosité, l'adhérence et le tirant. On l'a dit, un liant est une sorte de colle dont l'action s'exerce à la fois sur le pigment et sur le support. La viscosité de cette colle dépend d'un grand nombre de facteurs qui ont été l'objet de recherches et d'expériences depuis la préhistoire. Elle interagit avec d'autres facteurs comme, par exemple, l'aptitude à la cicativité. Je reprends, comme l'aptitude à la cicativité du liant, mais aussi du pigment. Il existe des viscosités à la fois lentes et très puissantes, donnant un résultat très solide, comme par exemple dans le cas de l'huile de lin. À proprement parler, pour le peintre, l'artiste, le concept de viscosité n'est pas le plus utile. Celui de tirant, par contre, est peut-être plus précis, bien qu'il se comprenne intuitivement et par la manipulation, pas en tant que concept scientifique. Il recouvre certainement d'autres phénomènes physico-chimiques, notamment la manière dont le liant s'étire, englobe le pigment, sa manière d'être visqueux en fait. L'aquarelle semble enrober presque chaque grain de pigment, tandis que l'huile et l'acrylique les piègent dans leur propre masse. L'adhérence au support est essentielle, bien sûr. Il faut d'ailleurs distinguer l'adhérence du liant pur, par exemple utilisé comme enduit, de celle de la peinture, toujours inférieure à cause de la présence du pigment, qui lui n'a que peu de viscosité. L'adhérence humide est un concept technique de la peinture décorative. Il s'agit de l'adhérence sur support humide et ou en atmosphère humide. Il est intéressant car il autorise certains procédés plastiques par modification du support. L'eau annulera temporairement, localement ou globalement, l'adhérence de la peinture à l'huile. Pendant ce temps, des choses deviennent possibles. Et ça on aime. A l'inverse, le même principe peut être appliqué à l'aide d'un corps gras, qui altérera l'adhérence d'une peinture aqueuse. C'est l'inverse, quoi. Quant au tirant, le tirant, c'est la viscosité d'une pâte à peindre, mais c'est surtout pour le peintre une sensation mécanique bien réelle, bien sensible, qui peut changer au cours d'une séance, à mesure que le diluant s'évapore. On a tous vécu ça. Cela se ressent comme une résistance concrète. Certaines colles semblent presque tirer de leur côté, tant elles sont visqueuses. On dira donc que le tirant est avant tout la sensation de la viscosité, avant d'être un synonyme banal de celui-ci, de celle-ci. Autre caractéristique, le séchage, la cicativation et le retrait. Généralement, le séchage désigne la perte de diluant par évaporation, alors que la cicativation, terme plus récent, recouvre un phénomène essentiellement différent, c'est l'incorporation progressive d'oxygène dans une pâte, provoquant, par transformation, par polymérisation, sa solidification, très au-delà de l'évaporation. La réticulation de la peinture acrylique et de nombreuses colles n'est le plus souvent complète que quelques jours après le séchage. Concernant certains liants minéraux ou partiellement minéraux, on peut dire la même chose. Le séchage n'indique pas que des procédés tels que la cristallisation. Le processus de cicativation de la peinture à l'huile peut durer quelques décennies avant d'être véritablement achevé. Plus il est achevé, plus le film est solide et résistant au solvant. Le retrait est une perte de volume par évaporation successive au séchage ou à la cuisson de peinture, de terre et d'autres produits. Le retrait concerne toute substance pouvant changer de volume suite à l'évaporation d'une partie de ses composants. C'est un phénomène qui concerne tous les arts plastiques et les domaines voisins. Le plus souvent, il n'a d'autre remède que la prévision et l'expérience, car la durée et l'ampleur de ce phénomène sont toujours déterminées par les conditions de température, de pression, etc. Cependant, le choix des matériaux et substrats, notamment dans le domaine du modelage, permet de le limiter, dans la mesure où certaines matières évacuent les liquides mieux que d'autres. Le phénomène de retrait ne concerne la peinture à l'huile que d'une manière indirecte, par l'évaporation du diluant, l'essence, qui a éventuellement été ajoutée à la pâte par le peintre. Le liant, proprement dit, l'huile, cause au contraire une augmentation de poids par le processus de cicativation. Passé l'évaporation du diluant, il ne se produit aucune modification du volume qui soit consécutive à quelque évaporation et qui soit assimilable par conséquent à un retrait.
Autre caractéristique, l'altération de l'aspect, consécutif au séchage. Très important. Un liant peut se présenter pur, comme l'huile de lin, ou prédilué, comme le liant acrylique, qui comporte à peu près une moitié d'eau. Parfois, la quantité de diluant nécessaire à l'utilisation du produit est considérable, comme dans le cas de la gomme arabique. À l'opposé, un tube de peinture à l'huile ne contient pas d'essence, et un godet d'aquarelle est sec. Naturellement, la présence de diluants, incorporés ou ajoutés donc, implique nécessairement un retrait au séchage. Mais en fonction de la manière dont le liant se polymérise, particulièrement la rapidité et l'homogénéité de ce phénomène, la pâte conservera plus ou moins son volume initial. La base chimique du liant détermine le type de diluant utilisable, mais aussi l'aspect pictural moyen d'une peinture finale. La gomme laque descirée et les peintures oléagineuses sont probablement les liants autorisant le résultat sec le plus semblable à l'œuvre fraîche. Cependant, dans tous les cas, une règle demeure. Lorsque le diluant est très présent, pour un jus, pour un glacis, pour un lavis, le volume diminue beaucoup au séchage. Une coulure qui semble épaisse lorsqu'elle est fraîche paraît souvent bien mince à sec. Autre caractéristique, la brillance et la rétention des brillants. La brillance est dans l'ensemble l'apanage des liants purs. Pigmentés, tous deviennent plus mat. Mais un liant ou une peinture peut évidemment présenter une brillance. Dans certains cas, notamment lorsqu'une peinture est exposée à l'air libre, à l'extérieur, ce brillant peut s'éteindre. A l'inverse, la rétention de brillant correspond à une propension à la conservation de ce caractère, malgré le temps et les intempéries. Caractéristiques de résistance mécanique et d'élasticité. Alors là, elles dépendent premièrement de la concentration en liant et en adjuvant. Certains adjuvants, comme la glycérine et différents liants synthétiques, augmentent l'élasticité des peintures à l'eau. Certaines résines utilisées en peinture à l'huile rendent celles-ci plus résistantes, tant dans le contexte de la conservation que dans celui de la réticulation, lors du séchage, où se posent aussi des problèmes mécaniques, de mouvements non homogènes, particulièrement, notamment à l'échelle macromoléculaire. Et, malheureusement, consécutivement, à notre grand effroi, à l'échelle de notre acuité visuelle. Voilà, ça se voit, quoi. Deuxièmement, elles dépendent de la résistance propre du liant et de sa densité dans la pâte. Les liants élastiques, comme l'acrylique et le vinyle, tolèrent davantage de types de supports que la caséine ou la chaux, qui sont plus rigides. Et troisièmement, du bon choix et de la bonne préparation du support. Un liant souple pour un support souple, liant souple ou dur pour un support dur. Un support mal préparé, une peinture ou un enduit mal choisi, ce sont les cauchemars des restaurateurs, des conservateurs de musées, des collectionneurs et de tous les amateurs d'art, comme quelques visites dans différents musées peuvent nous en convaincre. Autre caractéristique, la permanence. Une coloration plus durable peut se produire à la suite de mauvais mélanges ou d'applications sur des supports inadéquats, acides par exemple, ou soufrés lorsque la peinture est tendue par-dessus et mêlée de plomb. Elle peut être liée à certains points faibles du liant, ou bien à la trop faible proportion de liant par rapport au pigmenté. C'est le problème de l'aquarelle notamment. Peinture exploitant au maximum les possibilités de dilution de la gomme arabique, on a déjà vu des tableaux s'écrouler littéralement par plaques de pigments trop peu liés. La question de la résistance est souvent en rapport avec la réversibilité. Une peinture permanente doit résister à l'action des solvants, surtout lorsqu'il s'agit de peinture aqueuse. De plus, elle doit aussi se confronter avec succès à l'air ambiant, à l'humidité, aux polluants, à la température, aux ultraviolets, aux bactéries, etc. Toutes sortes d'agressions. Autre caractéristique, la réversibilité, c'est l'aptitude d'une peinture qui a séché à se remettre en solution en présence de ses solvants normaux. La gouache, par exemple, est réversible, mais pas l'acrylique ni l'huile. Une aquarelle de qualité n'est pas censée être très réversible. La caséine, par contre, est réversible dans un premier temps, puis pratiquement plus jamais. La réversibilité d'une peinture n'est pas sans rapport, dans certains cas, avec son aptitude à se saponifier. La plupart des liants étant des esters, ils peuvent en effet réagir à une base, à de l'eau, ou a fortiori une eau alcaline, comme le sont de nombreuses eaux du robinet. Une peinture à l'eau serait généralement, dit-on, moins réversible dans une atmosphère chaude. Information non vérifiée. Oubliez donc. À l'inverse de la réversibilité se trouve la lavabilité, la lessivabilité, propriété des peintures résistant au lavage, voire à une certaine action abrasive. L'acrylique est lavable, l'huile un peu moins, mais ce sont surtout les peintures décoratives comme la glycérophthalique, les différentes alkydes, les polyuréthanes, et encore davantage les peintures poudre et autres procédés industriels, ainsi que les émaux, qui sont représentatifs de cette faculté de résistance à la réversibilité. La thermosensibilité
est la sensibilité à la chaleur, en fait, qui définit une forme de réversibilité, qui est particulièrement déterminante pour les peintures dans lesquelles les cires sont présentes. Lorsqu'une cire se refroidit, elle coagule. C'est très rapide, cela permet de bloquer certains mouvements mécaniques indésirables, mais solidifiée, une cire devient un solide cassant, fragile. Lorsqu'elle chauffe, elle se liquéfie, provoquant sans délai des accidents irréversibles. Il est donc important d'employer des produits thermosensibles à bon escient, tout, tout particulièrement les appareils d'éclairage trop rapprochés sont des dangers potentiels. L'étalement, le tendu et le surfactant. On avance, on avance. Le concept de d'étalement ne doit pas être confondu avec celui de dilution. Une peinture très diluable, comme l'aquarelle, n'est absolument pas étalée au sens de tendu. Alors qu'entend-on par ces termes? Une peinture peut, par sa nature et celle de son diluant, avoir tendance ou non à s'étaler sur le support à peindre et à former rapidement une surface homogène où le coup de pinceau ne laisse pas d'empreinte, comme dans le cas typique de la gomme laque. Dans le domaine des arts plastiques ou décoratifs, le terme tendu correspond à peu près, semble-t-il, et sous toute réserve, au concept physico-chimique de tensioactivité. Plastiquement parlant, une peinture tendue ou rendue telle permet des transitions très homogènes, très lisses, des aplats, mais aussi des flous. Caractéristiques de transparence, de finesse et de précision. Ces propriétés sont le propre des peintures plutôt fluides ou rendues fluides, diluées. Certains liants sont eux-mêmes grossiers, presque granuleux. D'autres sont fins, mais flous. La précision n'est pas toujours au rendez-vous. Elle est non seulement inhérente au liant, mais aussi au diluant. Par exemple, l'alcool, diluant de la gomme laque de Coromandel, ne peut autoriser une précision comparable à celle que l'on obtient avec un liant moyen dilué dans de l'eau ou dans de l'essence. Par contre, la transparence de cette laque est devenue légendaire. Ces trois caractéristiques, transparence, finesse, précision, ont largement déterminé l'emploi des liants. Un liant fin comme la gomme laque de Coromandel nécessite un haut degré de technicité pour obtenir la précision que d'autres liants autorisent bien plus aisément. Ce n'est donc pas un hasard si la laque n'est pratiquement jamais employée en peinture, alors qu'elle est courante en ébénisterie. Les propriétés intrinsèques de la laque peuvent cependant être mises à profit à bon escient dans le domaine artistique. Nous terminerons par la perméabilité et la respiration. Une peinture perméable n'est pas seulement une peinture qui peut laisser passer à travers elle d'autres matières. Pour mériter l'épithète perméable, elle doit aussi supporter d'être traversée. Autrement dit, une peinture perméable ne se dilue pas, ne se dissout pas. Le liant perméable le plus exemplaire est certainement la chaux. Une gouache, si elle laisse passer l'humidité, s'en émeut cependant, se diluant au passage. À l'opposé, les liants tels que l'acrylique, le vinyle, l'huile de lin ou la gomme laque ne laissent rien passer. Ces peintures sont imperméables et ne laissent pas les supports respirer. Voilà, nous avons terminé. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez réécouter bien sûr ce podcast. Vous avez le texte, la transcription du texte, et puis bien sûr l'original sur dotapa.eu. On se retrouve très très bientôt pour la suite